Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce principal rendez-vous d'information à la une de l'actualité. Les étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines décrètent 48 heures de grève et déclarent le doyen persona non grata. Raison de leur mouvement d'humeur, la dissolution de leur amicale. La tutelle est invitée à mettre de l'ordre dans l'espace universitaire. Dakar abrite la 10e édition de la Biennale. Le monde de l'art contemporain se retrouve malgré quelques lenteurs notées dans l'organisation. L'ouverture officielle a été coprésidée par le chef de l'État et le ministre du Tourisme et de la Culture. Khalidou Kassé sera l'invité en fin d'édition. Bob Marley reste encore dans le cœur de ses émules 31 ans après son décès. Ce 11 mai, le monde reggae est toujours fidèle à l'artiste. Sport, l'affaire, le chantre suscite réflexion chez les sportifs. Voilà pour les titres. Mme Fatou Ndoye, bonsoir. Bonsoir Nefatou. L'actualité, c'est avec vous. Tout à fait. On commence avec Macky Sall qui prône la transparence et ressuscite la Cour de répression contre l'enrichissement illicite, une mesure qui s'inscrit dans la volonté du chef de l'État d'éclairer l'opinion publique sur l'enrichissement rapide imputé à certains dignitaires du défunt régime. Récit avec Iboukan. La volonté au dernier Conseil des ministres, il a beaucoup été question de bonne gouvernance et de transparence. Rencontre au cours de laquelle il a été annoncé la mise sur pied de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. La mesure s'explique sans doute par la volonté affichée par le chef de l'État de traquer les détourneurs de deniers publics. Elle avait été créée sous le régime du président Diouf. En veilleuse sous le magistère du président Wade, elle est aujourd'hui ressuscitée par le président Macky Sall. Elle sera donc présidée par Madiogo Ndiaye, avocat général près la Cour suprême, conformément au décret numéro 2012-502 du 10 mai 2012 portant nomination des membres du siège, du parquet et de la commission d'instruction de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. 3 assesseurs ont également été choisis, tous des magistrats des cours et tribunaux nommés par décret sur proposition du ministre de la Justice. Cette juridiction a compétence pour juger les fonctionnaires accusés d'avoir commis des détournements de deniers publics. L'enrichissement illicite est puni conformément aux dispositions du Code pénal d'un emprisonnement de 5 à 10 ans de prison et d'une amende d'au moins égale au montant de l'enrichissement et pouvant être portée au double de ce montant. La dite Cour aura bientôt du pain sur la planche quand on sait que le débat sur les audits est de plus en plus agité. Suppression de 45 agences et directions, la décision prise également hier en Conseil des ministres. Il s'agit de réduire de manière drastique le train de vie de l'État, mais aussi d'éliminer les risques de double emploi et de confusion des rôles. Récit de Fatou Bintou Conté. Dans le but de réaliser des économies permettant de répondre aux besoins essentiels des populations, le président de la République Macky Sall, en Conseil des ministres hier, a procédé à la suppression de 45 agences et directions. Dans un communiqué issu du Conseil des ministres, il a été décidé la rationalisation du nombre et de la taille des structures chargées du pilotage et de la mise en œuvre des missions dévolues aux entités administratives de la présidence de la République. Cela s'est traduit par la limitation à 25 du nombre de départements ministériels au lieu de 45 auparavant. Il s'agit avec cette mesure pour le président de la République d'éliminer les risques de double emploi, de confusion des rôles et de compétences entre des structures d'un même département ou entre 2 ou plusieurs ministères et de superviser les structures inopérantes sans grande utilité pour le fonctionnement de l'État. C'est dans ce sens que 45 directions et agences vont être supprimées et que les économies budgétaires ainsi réalisées seront réorientées vers la satisfaction de la demande sociale. Et puis le gouvernement qui décide après concertation de ne plus poursuivre le projet de l'émissaire de 1700 mètres qui se situe à Camberen, faute d'argent, déclaration du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et puis dans le monde de l'éducation, le SAES section lettres Ebad Sesti soutient sans réserve le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, Amadou Abdoul Sow, déclaré persona non grata par certains étudiants membres d'une amicale dissoute. Les enseignants du supérieur trouvent inacceptables les violences physiques et verbales subies par les autorités de la faculté et du personnel enseignant. D'ailleurs, le SAES décide d'observer une suspension de ses enseignements durant 48 heures
Écoutons les explications d'Elhadj Omar Thiam, secrétaire général de la section lettres Ebad Sesti du SAES, au micro d'Émile Diouf et de Mardia. Cette crise, vous le savez, découle de la suspension de l'amicale. Cette suspension a été décidée par l'Assemblée de fac du 28 avril 2012. Donc la section, dont je suis le secrétaire général, a décidé de rappeler certains principes. Donc les étudiants n'ont pas le droit, que ce soit les étudiants de l'amicale ou les autres étudiants, n'ont pas le droit d'user de la violence à l'encontre du doyen. Donc ce qui est inadmissible, insupportable et blâmable. La section dénonce avec la dernière énergie de tels actes. Et par conséquent, demande aux autorités compétentes de faire respecter les franchises universitaires d'abord, ensuite d'assurer la sécurisation de l'espace universitaire. Donc de tels actes ne sauraient prospérer dans les universités sénégalaises. Le SAES étant un syndicat très structuré et animé par le souci de protéger ses adhérents, physiquement et moralement. Donc le SAES exprime son indignation par rapport à ça. Et puis, ouverture ce vendredi de la 10e Biennale de Dakar en présence du ministre de la Culture et du Tourisme. La Biennale n'est pas seulement une manifestation pour le Sénégal, mais pour toute l'Afrique, a déclaré Youssou N'Dour. Le focus de cette édition se portera bien sûr sur cette manifestation. Et puis, en association avec la direction du groupe Futur Média, l'association pour l'assistance, le développement et l'éducation offre ce samedi une journée de consultation gratuite avec une dizaine de médecins. La structure va donc consacrer la journée de demain à regarder, à ausculter les appareils dentaires des employés de Futur Média. Docteur Bintou Catherine Gassama, présidente de l'association, s'exprime sur cette journée au micro de Fatou Bintou Diagne et Aline Diagne. Je pense que le fait de venir également consulter, l'Observateur a pris le relais, RFM, le groupe Futur, la télévision TFM. Je pense que l'enjeu est de taille, mais l'engagement également et la détermination de ces journalistes est à saluer. Je pense que cette journée-là sera une grande réussite et une grande mobilisation pour ce groupe. Et nous aussi, nous ferons le maximum pour pouvoir dépister à temps, traiter et également motiver les gens à l'hygiène bucco-dentaire par des séances d'enseignement, le brossage, comment on doit se brosser, parce que la majeure partie des gens sont des intellectuels, mais ils ne savent pas se brosser correctement. Et au-delà, d'autres pathologies d'ordre général qui peuvent influer, qui peuvent être en relation avec ces pathologies, peuvent être dépistées. Fatou, j'espère que tu sais comment te brosser, sinon rendez-vous est pris demain ici aux Almadies pour voir tout ça. Espérons que les patients vont se bousculer demain ici. Je ne suis pas sûre. Merci Mme Fatou Ndoye, que nous retrouverons d'ailleurs tout à l'heure pour la page des sports. Mesdames, Messieurs, le journal se poursuit et nous vous le disions en titre, le mouvement d'humeur des étudiants de la faculté des sciences humaines de l'UCAD pour avoir dissous leur amicale. Donc, le doyen est déclaré persona non grata. 48 heures de grève, c'est le mot d'ordre lancé par ces étudiants qui menacent de passer à la vitesse supérieure. Chérif Dia, image Madani Mariga. Rien ne va plus entre l'amicale des étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines et le doyen de l'institution. Le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, Amadou Abdoul Sow, est déclaré persona non grata. Vous avez là devant vous l'amicale de la faculté des lettres et sciences humaines qui a été suspendue. Nous rappelons à l'opinion nationale et internationale que la Constitution garantit le droit syndical. Aucune autorité n'a la force, aucune assemblée n'a la force de supprimer l'amicale des étudiants qui est une assemblée nationale. C'est comme une assemblée nationale dans un pays. Les étudiants dénoncent également la gestion de la faculté par le doyen. Par conséquent, ils exigent son départ. Devant les mots de la faculté des lettres et sciences humaines, nous sommes la seule faculté depuis l'ère coloniale, c'est les mêmes bâtiments. Cette faculté a été construite pour 7 000 voire 8 000 étudiants. Aujourd'hui, on est à 26 000 étudiants. Rien n'a changé. La faculté des lettres et sciences humaines, c'est à plus de 300 millions notre budget.
Je dis, dans cette faculté, on n'a même pas de toilettes. Où sont les 300 millions? À quoi servent les 300 millions? Où entre notre argent? Le doyen de la faculté des lettres aurait reçu des menaces de mort. Mais les étudiants rejettent ces accusations. Des menaces de mort, il faut aller à la police, déclarer que le doyen nous montre s'il y a un seul membre de l'amicale, qu'il amène les preuves, qu'il nous montre quel membre de l'amicale lui a envoyé des menaces de mort. C'est faux. C'est ça. Ils ne sont pas dignes d'être un syndicat. Ils ne sont pas dignes d'être un syndicat, ce n'est pas des patriotes. Ils n'aiment pas le pays. S'ils veulent aller en grève, qu'ils n'ont qu'à aller en grève. Il ne faut pas qu'ils se cachent derrière les problèmes de l'amicale. Les conséquences de ce bras de fer sont lourdes. Le couloir qui mène au bureau du doyen est barré, les guichets administratifs sont fermés. Le SAES, lui, décrète 48 heures de grève pour soutenir le doyen d'une faculté des lettres totalement paralysée. Tous les bureaux sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Voilà, vous l'aurez rectifié de vous-même. C'est le SAES qui décrète 48 heures de grève pour soutenir le doyen. Ce dernier, d'ailleurs, a réagi. Il dément les accusations portées contre lui et demande aux autorités de prendre toutes les mesures nécessaires pour tout simplement sécuriser l'espace universitaire. Amadou Abdoul Sow est au micro de Émile Diouf et de Mardian. C'est vrai, oui. J'ai reçu le 25 avril 2012 une lettre de menace de mort à l'encontre de ma personne, citant nommément la présidence de l'amicale de la faculté de lettres et citant nommément un des délégués de l'amicale. J'ai porté plainte à la police du Poyeur. J'ai reçu ensuite une seconde menace promettant de mettre à feu et à sang la faculté de lettres et des sciences humaines, et ce serait sous ma seule responsabilité. Ce qui m'a fait convoquer l'assemblée de faculté, qui a pris la décision souveraine de suspendre les activités de l'amicale de la faculté et des sciences humaines. Je voulais apporter les précisions suivantes. Seule l'assemblée de faculté a la possibilité de suspendre ou de restaurer une amicale. En 2008, une première amicale a été suspendue. C'était le fait de l'assemblée de la faculté et des sciences humaines. En 2011, c'est aussi l'assemblée de faculté qui a décidé de lever la suspension qui pesait sur l'amicale. C'est elle-même qui a autorisé la tenue d'élections et c'est elle-même qui est revenue encore pour suspendre l'amicale de la faculté et des sciences humaines sur les faits suivants: menace de mort à l'encontre du doyen, violence physique et verbale à l'encontre du personnel administratif et technique, tentative d'organisation des bacheliers non orientés pour déstabiliser la faculté des lettres. Ils vont sortir les enseignants dans leur bureau et dans leur salle de cours, et c'est cette assemblée qui a décidé. Je voudrais que l'on sache qu'aucun doyen n'a la prérogative de suspendre une amicale. C'est une assemblée de faculté. Nous restons dans ce registre, mais cette fois-ci du côté scolaire. Le ministre de l'Éducation nationale appuie sur l'accélérateur pour sauver l'année scolaire 2012. Ibrahima Sall a rendu visite à l'archevêque de Dakar. Au menu de leur entretien, l'organisation et la sécurisation des examens du primaire et du moyen secondaire à la villa Les Badamiers, Émile Diouf et Gervais Yao. De courtoisie. Les locaux de l'archevêché pour l'abriter, les deux autorités ont tablé sur les préoccupations du moment. Son éminence d'accord sur le nouveau calendrier des examens du primaire et du secondaire. Le calendrier des examens soit réaménagé, mais en tenant compte des élèves nombreux qui ont travaillé régulièrement depuis le mois d'octobre jusqu'à maintenant, non seulement, comme il a dit, dans l'enseignement catholique, mais aussi dans tout le reste de l'enseignement privé, qu'il soit laïque ou confessionnel, franco-arabe par exemple, mais aussi beaucoup d'établissements publics à l'intérieur du pays surtout ont travaillé régulièrement. Donc il fallait tenir compte de ces élèves qui ont travaillé régulièrement pour que les examens se déroulent à des dates qui ne les désavantagent pas trop. Encore une préoccupation, la sécurisation des examens et l'organisation du baccalauréat, qui ne relève pourtant pas du département de l'Éducation nationale. Il reste la question du baccalauréat. Nous avons demandé que dans l'examen des dispositions à prendre, nous soyons associés pour qu'effectivement nos élèves, tous les élèves, disons, qui ont bien travaillé pendant toute l'année, dans toutes les classes de terminale, puissent pouvoir passer l'examen à temps. Et il faudra respecter les intérêts de tout le monde. Les enfants qui ont eu leurs études perturbées peuvent aussi être rassurés, d'être protégés par le gouvernement du Sénégal pour qu'ils puissent passer le bac dans des conditions normales. L'hivernage pointe à l'horizon. Le calendrier de sauvetage de l'année scolaire intègre des cours de rattrapage.
Le ministre de l'Éducation nationale sollicite les services de l'archevêque. Nos établissements ont été toujours à la disposition du gouvernement pour, par exemple, abriter des jurys. Monsieur le ministre vient de demander que nous puissions voir si dans certains endroits où ce serait nécessaire, nos écoles ne pourraient pas aider à donner des cours pendant l'hivernage. Si par exemple il y a une école publique dont la toiture ne permet pas que les élèves soient présents, s'il y a une école catholique à côté qui est libre, que nous puissions mettre nos locaux à la disposition de ces élèves pour qu'ils puissent pendant l'hivernage rattraper les cours. C'est une demande à laquelle nous sommes très sensibles. Nous allons étudier les possibilités de répondre. Les deux autorités conviennent d'une concertation dans la conduite de l'éducation nationale. L'archevêque de Dakar, première autorité de l'institution catholique enseignante, se dit disposé, y compris par la prière. Dans le secteur de la santé, 68 agents de l'hôpital de Fann licenciés ont tenu un sitting ce vendredi. Ils exigent leur régularisation, une doléance que la direction met sous la responsabilité du ministère. Reportage Man Maïmouna Ndiaye à Liombaye. Ils sont tous des agents de l'hôpital Fann. Ces travailleurs sont descendus dans la rue ce matin pour dénoncer ce qu'ils qualifient de licenciement abusif. On s'est levé un bon matin, la DUC s'est levée pour nous renvoyer sur des principes dont nous ignorons vraiment. Et vous avez vu les agents qui sont là, ils ont fait 30 ans ici, 20 ans, 10 ans, 15 ans ici. Alors, on demande maintenant les raisons qui ont poussé la dame de nous renvoyer. Ces agents sont très remontés contre la direction de l'hôpital. Avec l'appui de leur syndicat, ils demandent à leur ministère de tutelle d'étudier leur cas. Le ministre Eva Marie Coll Seck nous entende que cette injustice-là qui se passe ici, qu'elle nous entende quoi. Tout simplement, c'est ce que nous réclamons. Dès ce soir, je vais contacter mon bureau national et mon secrétaire général national de cette santé, M. Aaron Diop, donc pour pouvoir sensibiliser, écrire le ministre le plus rapidement possible donc pour régler ce problème. La direction de l'hôpital, pour sa part, informe que ces travailleurs n'ont aucun contrat qui les lie à la structure. Il ne s'agit pas de licenciement. C'était des agents qui étaient d'anciens stagiaires à qui on donnait des émoluments de stage et qui ne figurent pas dans les listes, n'est-ce pas, dans les effectifs de l'hôpital. Donc ils ne sont pas donc reconnus par l'hôpital. Mais parmi ces agents-là, ils sont au nombre de 170. Il y a eu des infirmiers, des assistants infirmiers, des infirmiers brevetés. Comme ces gens ne figurent pas dans la liste, n'est-ce pas, de l'hôpital, le directeur a eu à faire ce qu'on appelle un contrat de prestation qui a pris pour l'essentiel les agents qualifiés. Licenciés depuis mercredi, ces 68 agents réclament justice. Ils lancent un appel pressant aux autorités compétentes pour réguler leur statut. 1981-2012, 31 ans après la disparition de Bob Marley, le monument de la musique reggae reste dans le cœur des mélomanes. Robert Nesta Marley aura légué un héritage incommensurable aux yeux de ses émules. Le rythme reggae, mais aussi l'idéologie Rasta est toujours d'actualité, nous dit Fatima Ba et Atanarba. When you speak of Rastafari, touch the heart. 1981-2012, 31 ans déjà que Bob Marley n'est plus. Et pourtant, le chanteur jamaïcain n'a rien perdu de sa popularité. Ses chansons sont toujours d'actualité. Si le reggae roots se distingue des autres rythmes, des autres sonorités musicales, c'est grâce à son message. Un message puissant, un message salutaire, un message historique, un message fait de fierté d'être noir, un message d'amour, un message de justice sociale, un message de liberté. Fondateur du mouvement Rastafari, Bob Marley est la première véritable star venue d'un pays pauvre. Sa musique n'a pas connu une grande évolution, du reggae roots pur et dur. On peut être Rasta sans fumer de la ganja ou bien de la marijuana. Le reggae évolue, bien sûr, ne serait-ce que technologiquement, la musique évolue. Mais la quintessence du reggae russe
reste inchangé, comme la quintessence de la popularité de Marley aussi reste inchangée, puisque la popularité de Marley et le reggae roots sont comparables à des cercles concentriques. Robert Nesta Marley, de son vrai nom, a laissé une source inépuisable d'inspiration pour les jeunes. L'héritage culturel et spirituel reste assuré et bien assuré par sa famille d'abord, qu'il se souvienne du message du reggae. Le reggae extrait du message est une coquille vide. La dimension de l'homme est bien plus large que celle du simple chanteur. Il est aussi considéré comme un sentinelle de l'injustice. Défendre les couches défavorisées, entre autres, était l'une des missions principales du King of Reggae. Mme Fatou Ndoye, Get Up, Stand Up, qu'est-ce que tu retiens du discours de Bob? Certainement quelque chose, hein? Oui, déjà un discours révolutionnaire. Ensuite, c'est un homme épris de liberté. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est dans son discours, on a toujours, enfin dans ses chansons, il a toujours parlé de l'Afrique. Donc même s'il vit en Jamaïque, nous, on a toujours été sensibles à ce qui est raconté dans ses textes. Et c'est un homme qui restera jamais gravé. Et par ailleurs, sa musique ne vieillit jamais. Ne vieillit jamais, mais aussi l'idéologie restera intacte. Mme Fatou Ndoye, sans transition, nous allons parler de sport. Tout à fait. On va rendre hommage également à un homme dont l'histoire restera à jamais gravée dans notre parcours de football, du football sénégalais. La dépouille de Jules-François Bocandé attendue lundi à Dakar à partir de 20h. Une messe de requiem célébrée demain à Metz, la ville dont il a porté les couleurs donc de 1984 à 1986. Un hommage lui sera rendu mardi à Dakar. La dépouille mortelle sera transportée mercredi à Ziguinchor. Il sera inhumé le même jour au cimetière mixte de Santhiaba à côté de sa maman. Par ailleurs, la Ligue professionnelle de football a décidé de suspendre toutes ces compétitions prévues ce week-end en raison du décès de l'ancien capitaine. Ainsi, les 14e et dernières journées de Ligue 1 et Ligue 2 sont prévues les vendredis 18, samedi 19 et dimanche 20 mai prochain. Et puis on parle des 32e de finale de la Coupe du Sénégal avec des éliminations surprises. Le Dakar University Club, l'US Ouakam, Diambar éliminé, l'US Ouakam battu à Saint-Louis au tir au but après avoir été contrainte au nul 0-0 à la fin du temps réglementaire par Medina Marmiyal, une équipe de National 2. Le Duc battu par l'Olympique Sport de Dakar, 1-0 et Diambar sorti par Niaritali au tir au but. 6 équipes ont déclaré forfait pour ces 32e de finale. Il s'agit des équipes de la Linguère de Saint-Louis, de Yakar de Rufisque qui évoluent toutes les deux en Ligue 1. Et puis nous parlons bien sûr de la défection, nous reparlons même de la défection de Pierre Lechantre. La légèreté de la Fédération sénégalaise de football est mise à nu. Le désistement de Pierre Lechantre est passé par là. Une situation à laquelle le ministère des Sports n'est pas étrangère selon des observateurs du monde du sport. Écoutons les réactions de Vieux Dabo, journaliste sportif, et d'Abdoulaye Sakho, professeur agrégé en droit, interrogé par Chersane Boudiara et Abdou Aziz Ndiaye. Un tout petit peu de naïveté. Dès qu'on a fini une étape avec, du point de vue technique avec l'entraîneur qu'on avait choisi, je crois que la fédération a tout de suite commencé à communiquer, alors qu'il fallait peut-être attendre que tout cela se termine. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'arrêter des pourparlers, parce que le contrat n'était pas encore signé. On est dans une phase de pourparlers. En tout cas, du point de vue du droit, on ne peut pas lui reprocher. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est peut-être se dire qu'il a interrompu de manière intempestive. On aurait dit en Wolof Tasnatsu Yakar, c'est peut-être ça. Et si c'est préjudiciable à la fédération, la Fédé est en droit d'agir en justice et de dire, monsieur, vous nous avez causé un préjudice qu'on va évaluer et puis voilà ce qu'on va faire, quoi. Voilà. Maintenant, si l'État du Sénégal est incapable de payer 6 mois d'avance à un entraîneur et qui affiche des ambitions de Coupe d'Afrique ou de Coupe du Monde, je pense qu'il y a problème. Ni la fédération, ni Pierre Lechantre sont à blâmer. C'est le ministère que moi je blâme. Qu'on dote cette fédération de moyens conséquents qui puissent lui permettre, à l'image de la Fédération française de football, de recruter qui il veut, de le payer comme il l'entend. Mais tant que nos fédérations sont sous perfusion de l'État, c'est clair que ces genres de questions ne manqueront pas.
Et puis on parle d'athlétisme avec le meeting international de Dakar prévu initialement au mois de juin et qui aura finalement lieu le 15 septembre prochain pour le secrétaire administratif de la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Il s'agit de permettre au meeting de disposer d'un plateau relevé. Au mois de juin, tous les sportifs seront concentrés sur la préparation des Jeux Olympiques. Jean Gomis qui s'explique au micro de Sayer Insadiop et Diatoundiaï. Et la première date du 16 juin a été retenue à l'époque donc avec l'accord bien entendu de l'IAF. Nous nous sommes rendus compte après coup, donc récemment, qu'à cette période, beaucoup de pays organisent soit, beaucoup de fédérations organisent soit leurs championnats nationaux, soit ce qu'on appelle chez les Anglais les trials. Et toutes ces compétitions, dans toutes ces compétitions, les athlètes qui vont y participer cherchent à atteindre les standards de qualification pour les Jeux Olympiques. Nous avions retenu de donner à notre meeting une dimension africaine. Et là également, nous constatons que des pays comme le Nigeria, le Kenya, le Maroc, pour ne citer que ces pays, organisent à la même période également des compétitions auxquelles vont participer leurs athlètes pour essayer de décrocher la qualification pour les Jeux Olympiques. Alors, devant cette inquiétude de ne pas voir des athlètes d'un certain niveau, nous avons proposé à l'IAF de différer les meetings. Et donc, comme un accord, nous sommes tombés sur la date du 15 septembre. Voilà qui met fin à cette page sport. Fatou, excellent week-end aux téléspectateurs et à vous aussi. Merci, à demain pour le rendez-vous médical. Oui, pour les dents. Pour les dents. Voilà, et mesdames, messieurs, nous en venons au focus de ce soir. Dakar 2012 a levé ses rideaux. Ce vendredi au Grand Théâtre, l'ouverture officielle de cette 10e édition a été coprésidée par le chef de l'État et le ministre de la Culture. Macky Sall et Youssou Ndour ont accordé leur violon tout simplement pour booster le secteur. Ibou Diouf, Ibou Cissé. Tout démarre par une cérémonie officielle. Au premier rang, Macky Sall, président de la République, Youssou Ndour, ministre de la Culture et du Tourisme, ainsi qu'une bonne partie des acteurs culturels du continent. La Biennale Dakar 2012 a démarré ses activités. Qui offre la possibilité aux artistes et aux intellectuels de faire une investigation en profondeur sur les productions artistiques et de voir comment les artistes appréhendent le réel, comment ils s'appuient sur la réalité, comment ils sont influencés par la réalité et concomitamment, comment ils peuvent eux-mêmes influencer la réalité. La longévité d'un événement cyclique est le signe de sa pertinence, de sa vitalité, de sa vérité. La Biennale de l'art contemporain peut afficher la légitime fierté d'être à sa 10e édition. Bienheureuse performance qui, comme vous le savez, artistes, hommes et femmes de culture, n'est pas seulement le fait des moyens déployés, de la rigueur dans l'organisation et de l'engagement généreux des créateurs, des mécènes, des partenaires institutionnels et de l'État. La Biennale Dakar, un rendez-vous culturel pour assurer une meilleure promotion des artistes d'ici et du continent. Pour ce faire, il faudra faire face à certains obstacles. La consolidation de Dakar comme capitale culturelle internationale nous semble à ce prix. Le statut, la plateforme de promotion des artistes africains et de mise en valeur de leur production qu'est la Biennale de l'art africain contemporain se révèle limitée dans la dynamique par un statut ne correspondait plus à son niveau de développement et de rayonnement. Faiblesse de la capacité d'initiative de la structure exécutive, absence de définition des responsabilités de la tutelle, du secrétariat général et du comité d'orientation. Impossibilité d'accéder à certaines ressources de financement, faiblesse de la stratégie de la communication, incapacité à développer entre deux éditions des activités structurantes.
La Biennale a bien commencé ses activités, mais les artistes devront attendre encore quelques heures pour pouvoir exposer leurs œuvres. Ce n'est pas vraiment facile de préparer la Biennale pendant des années sans pouvoir bénéficier d'un cadre propice pour exposer nos produits. Aujourd'hui, il urge de redonner aux artistes plasticiens la place qu'ils méritent. Ces retards notés ne devront pas impacter sur le bon déroulement de la Biennale. Pendant 30 jours, Dakar sera la capitale de l'art contemporain africain. Beaucoup d'expositions pour les puristes, autant de créativité aussi. La transition est toute trouvée pour accueillir notre invité sur ce plateau, Monsieur Khalidou Kassé, bonsoir. Bonsoir, les Fatou. Alors, vous êtes membre du comité d'orientation, mais également commissaire à l'exposition de Papi Bratal. Aujourd'hui, l'art contemporain occupe une place au Sénégal et la 10e édition a démarré aujourd'hui. On a également noté des lenteurs par rapport à l'organisation. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Ça s'explique naturellement. Merci beaucoup de m'avoir invité sur le plateau de TFM. En fait, cela s'explique par d'abord cette période qu'on a traversée, cette période de trouble au niveau de notre pays, qui a fait que la Biennale avait effectivement c'est chaque 2 ans, mais il s'est trouvé à un moment donné où les gens étaient préoccupés par autre chose. Au moment de reprendre, véritablement, on n'a pas eu le temps, c'est-à-dire juste 2 mois, de mettre le focus pour organiser cette biennale-là. Mais c'est un rendez-vous tous les 2 ans. C'est un rendez-vous tous les 2 ans, mais il faut tenir compte qu'il y a aussi l'autorité politique qui accompagne cette biennale-là. Et c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, je me réjouis que la biennale s'est tenue, parce qu'on aurait dû reporter cette biennale-là, comme on a reporté le salon du TICA. Aujourd'hui, heureusement que cette biennale s'est tenue grâce au ministre de la Culture et du Tourisme, Youssou Ndour, qui s'est battu de mains et pieds pour pouvoir véritablement faire passer cette biennale-là. Peut-être que c'est ce qui explique aussi le manque d'engouement. On ne sent pas les Dakarois, les affiches. On ne sent pas trop cette biennale à Dakar. Mais justement, c'est dû à tout cela parce qu'on a aussi assez communiqué sur la biennale il y a quelques temps. On a fait des communiqués de presse et ainsi de suite. Mais par rapport à cette situation véritablement de trouble dans ce pays-là, qui ne nous a pas permis de prendre l'occasion de communiquer largement comme on faisait d'habitude avec les grandes affiches dans la rue, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, nous traversons tous la même situation dans ce pays. Mais heureusement, Dieu fait bien les choses, que la biennale s'est tenue et que tout se passe actuellement dans l'ordre, tout se passe très bien et vraiment nous nous en réjouissons très bien. Alors tout se passe très bien. Pendant 1 mois, Dakar, mais aussi les autres régions du Sénégal vont vibrer au rythme de l'art contemporain. Mais ce qu'on a noté en 2009, c'est qu'il n'y avait pas de la place pour l'art numérique, mais aussi pour le design. Est-ce que cette fois-ci, c'est prévu? Mais tout est prévu dans la biennale. Parce que vous savez, comme je le dis souvent, la biennale est un plateau. C'est aux artistes maintenant de mettre le contenu. Sur le niveau des sélections, soit internationales, il arrive que souvent, parce que les artistes, qui dit artiste dit création, dit changement, dit dynamique. Donc il était important qu'à chaque biennale, par exemple, qu'ils puissent quand même avoir des nouveautés. Cette année-ci, effectivement, la biennale se tient. Il y a tous les aspects qui ont été pris en compte. Tout ce qui véritablement doit accompagner la biennale en termes de créativité a été pris en compte par rapport à cette biennale. Monsieur Kassé, nous sommes rattrapés par le temps malheureusement. Une dernière question. Quel link mettrez-vous entre l'art contemporain et Bob Marley? Vous savez, ce 11 mai est célébré l'anniversaire de son décès. Merci beaucoup, Fatou. Mais avant de répondre à cette question, je profiterai pour parler un peu de cette innovation majeure qui est l'espace de la gare ferroviaire qui a été investi pour accueillir le village de la Biennale, qui se faisait d'habitude au musée Théodore Monod. Et cette année, c'est à la gare ferroviaire. Et que nous avons fait exprès d'investir ces espaces pour qu'après la Biennale, ça puisse devenir le musée d'art contemporain du Sénégal. Avec une réflexion, bien sûr. Avec une réflexion, voilà, qui a été faite, nos partenaires FH et autres. Maintenant, c'est simplement dire que le link qu'on a, c'est de dire qu'aujourd'hui, par rapport à Bob Marley, ce qu'il a fait à travers le monde, tout le monde le sait. Bob Marley a été un des précurseurs du reggae, qui a véritablement su poser des actes concrets en termes de révolution, en termes de contestation, comme le faisaient les rappeurs à l'époque. Aujourd'hui, les plasticiens, c'est dans la même démarche. Quand on parle de mutation sociale, de dynamique, et ainsi de suite, c'est véritablement des courants artistiques qui se développent aujourd'hui, qui s'est imposé dans l'arène artistique plastique.
c'est ce qui se passe en ce moment. Les artistes s'expriment pour véritablement défendre leur cause et défendre des causes nobles pour la nation aussi. Voilà, merci à vous, Monsieur Khalidou Kassé, pour la Biennale de Dakar, pour sa 10e édition, bien sûr, mesdames, messieurs. Jusqu'au 11 juin, vous avez les espaces d'exposition en in et en off. Ce sera donc jusqu'au 11 juin, je le rappelle. Merci à vous, Khalidou Kassé. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi l'incontournable et surtout à toute l'équipe technique à la tête, Pierre Da Silva. Merci à vous et à demain.